Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce matin. Nous sommes le 19 janvier 2023. Mesdames et messieurs, une fois encore, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou sur la page YouTube Norbert Touradi. Bonjour et merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Les périodes post-électorales sont souvent émaillées de violences dans les pays africains. L'année 2023 étant une année électorale au Togo, les défenseurs des droits de l'homme mènent déjà des réflexions. C'est le cas du CDFDH avec le thème « L'espace civique à l'épreuve des prochaines échéances électorales au Togo ». Y aurait-il des raisons de s'inquiéter? Donc c'est le thème qui fera l'objet de ce débat ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Paul Etienne Afala. Il est coordonnateur des programmes au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Monsieur Afala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le plaisir est partagé. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Élisée Gabadovi à la mise en onde. Je suis Norbert Douradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'espace civique, à quoi fait-on allusion? Alors, disons du coup que l'espace civique, c'est l'ensemble de ces libertés-là qui permettent aux citoyens de participer à la vie de leur cité. C'est-à-dire que ce soit à travers les élections, que ce soit à travers le suivi même de l'action publique, à travers le partage d'un certain nombre d'opinions que ces citoyens ont de la façon dont les affaires publiques sont gérées. Eh bien, ce sont ces libertés qui permettent aux citoyens de participer. Donc, nous avons un package de libertés qui se retrouve dans l'espace civique, notamment la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de manifestation et de réunion pacifique, la liberté syndicale, la liberté de religion, la liberté d'association. Alors, aujourd'hui, quand vous faites le lien entre l'espace civique et les élections, pourquoi est-il si important de faire ce lien? Alors, c'est important de rappeler que l'ensemble de ces libertés constituent des fondamentaux de la démocratie. Et on nous a tous appris depuis l'université que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, on convoque le mandat que le peuple confère à un certain nombre de personnes qui sont élues pour gouverner en leur nom. Et ça veut dire également que le peuple qui a conféré un pouvoir à un certain nombre de personnes a le droit de vérifier si ce pouvoir-là est bien géré, si ce mandat-là est bien géré pour leur bien. Donc, quand nous parlons du droit des citoyens à s'assurer que le pouvoir qu'ils ont confié est bien géré, les ressources qu'ils ont mis à la disposition de l'État sont bien gérées, etc. Ça veut dire alors que le citoyen a un droit de regard sur ces choses. Nous parlons dans ce cas-là toujours de l'espace civique. Donc on ne peut pas parler d'élection sans évoquer l'espace civique ou sans mettre l'espace civique au cœur du débat, puisque même le rôle important que jouent les organisations de la société civile au cours des périodes électorales, un rôle qui a été reconnu par les Nations Unies et qui fait qu'aujourd'hui, on déploie un certain nombre d'observateurs au cours des périodes électorales pour suivre les élections et s'assurer que les choses se passent comme on le souhaiterait. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'élection sans mettre au cœur du débat la question de l'espace civique. Alors, vous avez choisi le thème l'espace civique à l'épreuve des prochaines échéances électorales au Togo. Y aurait-il des raisons de s'inquiéter? Quel a été le constat pour que vous veniez à asseoir ce thème? Alors, nous sommes partis d'un certain nombre d'éléments d'appréciation à notre niveau. Quand vous prenez l'examen
du Togo. Vous savez que le Togo est parti d'un certain nombre de conventions dont le pacte international pour les droits civils et politiques qui permet d'évaluer un certain nombre de un certain nombre de pays périodiquement quant à la réalisation des droits de l'homme dans ces pays-là. Donc le pacte international pour les droits civils et politiques est évalué par le Comité des droits de l'homme. En 2021, le Togo a été évalué et les recommandations, les préoccupations que le Comité des droits de l'homme a relevées, il y en a pour la plupart qui sont liés à l'espace civique. Donc, le Comité des droits de l'homme est inquiet. Ces mêmes constats sont revenus à l'examen périodique universel tout récemment. Et pas que ça, il y a un certain nombre d'organisations internationales qui évaluent également comment l'espace civique est réalisé dans un certain nombre de pays, dont Civicus qui a sorti son récent rapport et qui estime que l'espace civique au Togo est obstrué. Donc, quand on prend tous ces éléments et quand on prend les constats qu'on fait sur le terrain en termes de en termes de plan légal, quand nous prenons le plan légal, le cadre légal au Togo, il y a un certain nombre de dispositions justement liées aux lois qui encadrent la liberté de manifestation et tout, que les mécanismes estiment qu'ils ne sont pas conformes aux standards internationaux. Donc pour nous, c'est important justement de recentrer le débat et de se questionner sur comment cet espace civique va se porter à la veille de ces élections et quelles sont les mesures justement qu'il faille prendre pour y remédier. Alors, quels sont aujourd'hui les défis majeurs que rencontre l'espace civique dans le contexte togolais? En quoi ces défis peuvent-ils constituer un sujet d'inquiétude quant aux échéances électorales à venir? Alors, en termes de défis, je dirais qu'il vous en souvient que le 5 janvier 2022, suite à un rapport conjoint du ministre de l'action territoriale et de la décentralisation et du ministre de la planification et du développement de la coopération, il y a eu un décret qui a été approuvé fixant les conditions de coopération entre les ONG et justement le gouvernement. Et ce décret qui entrera en vigueur en avril 2023, donc très prochainement, demande aux ONG d'aligner leurs actions sur sur les objectifs ou les priorités de développement du pays. Là où ça pose un problème, c'est que justement quand ce décret était sorti, il y a beaucoup d'observateurs qui ont vu une façon pour l'État de porter atteinte à l'indépendance des ONG. Parce que quand on prend par exemple le mandat ou les missions assignées à un certain nombre d'ONG et associations, au-delà de la mission d'appui à l'État, qui justement est normale, puisque les ONG viennent en appui en grande partie à l'État sur les questions de développement. Il y a des ONG qui construisent des forages, qui construisent des écoles, et c'est un apport énorme. Et c'est important aussi que l'État ait les moyens justement de capitaliser toutes ces actions. Là où ça pose problème, c'est que justement, ces ONG ont aussi une fonction de contrôle. Et cette fonction de contrôle, justement, lorsque, par exemple, le Togo prend des engagements sur le plan... Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Lorsque le Togo prend un certain nombre d'engagements sur le plan international ou communautaire et que ces engagements ne sont pas respectés, les ONG et associations ont le devoir justement de vérifier, d'alerter, de plaider, y compris de saisir les différents mécanismes auprès desquels le Togo a pris ses recommandations pour que rappel soit fait au Togo de prendre les dispositions pour que la situation s'améliore. Nous sommes en train actuellement de parler de l'espace civique et il y a un certain nombre de dispositions
d'engagement que le Togo a pris qui ne sont pas encore mises en œuvre alors que nous sommes à la veille d'échéances électorales majeures. Et je pense que la fonction de contrôle des ONG croisée à la demande d'aligner les actions des ONG sur les priorités du gouvernement, il peut avoir un petit souci quand, par exemple, le gouvernement décide que ce n'est pas sa priorité, par exemple, actuellement, de faire ci, de mettre en œuvre telle recommandation, alors que la société civile estime que c'est important pour qu'on avance, ça risque justement de porter des préjudices, puisque c'est le gouvernement qui a le pouvoir de décider, à partir de ce moment-là, du sort de ces ONG. Il y a également la loi sur la liberté d'association qui est toujours en débat, parce que justement, les mécanismes onusiens estiment toujours que cette loi ne s'arrime pas sur les standards internationaux. Vous savez que la loi qui régit la liberté d'association au Togo est une loi coloniale qui date de 1901. Et en 2021, il y a eu une première lecture de ce projet de loi qui justement a provoqué un certain nombre de réactions. À titre indicatif, quand on prend l'article 35 de ce projet de loi qui dit que le ministre de l'Administration territoriale peut à tout moment inviter les dirigeants de toute association à lui fournir par écrit tout renseignement de nature à déterminer le siège auquel se rattache son objet réel, la nationalité des membres, etc. Lors de la 132e session du Comité des droits de l'homme, le 1er juillet 2021, la délégation togolaise a indiqué que ces associations seraient invitées pour participer à l'élaboration du nouveau projet de loi. Donc ce projet de loi est toujours en réflexion, tout simplement parce que les mécanismes sur le plan international ont estimé leurs préoccupations. D'ailleurs, il y a eu 4 rapporteurs spéciaux, notamment le rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, la rapporteure spéciale sur la promotion de la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, qui ont envoyé une correspondance au gouvernement exprimant leurs préoccupations quant à la procédure d'enregistrement de l'association, celle de leur dissolution, etc. Donc, ça veut dire qu'on est toujours préoccupé à ce niveau-là. Quand on prend la loi qui régit les manifestations publiques au Togo, cette loi également pose problème parce que les mêmes mécanismes estiment que ces lois ne s'arriment pas aux standards internationaux. Vous voyez que c'est un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce que quand on parle de manifestations publiques, c'est la possibilité pour le citoyen de dire « je ne suis pas d'accord par rapport à la façon dont ça se passe ». Et nous savons que les périodes électorales sont des périodes souvent mouvementées et qu'il y a un certain nombre de contestations qui sont faites par les différentes parties prenantes. Et si les règles de départ pour exprimer ces mécontentements, pour exprimer ces désaccords ne sont pas claires, je ne suis pas sûr que ce serait intéressant pour la suite. Je n'en ai pas fini. D'accord, allez-y, on va donner la possibilité. Voilà. D'accord. Alors vous allez faire une pause. Non, on va donner la possibilité aux auditeurs. Voilà. D'accord, ok. Donc, il y a également le fait que à la veille des élections de 2020, il y a au moins 2 associations qui ont été interdites justement de déployer des observateurs pour suivre la façon dont les élections vont se dérouler. Le gouvernement a donné ses motifs, mais pour nous, c'est toujours inquiétant dans la mesure où justement cette fonction de contrôle dont je parle est aussi entachée, parce que nous savons le rôle que les observateurs électoraux jouent dans cette période-là. Et donc pour moi, c'est un ensemble d'éléments qui, mis ensemble,
nous donne des raisons de nous inquiéter. Et justement, c'est pour cette raison que nous sonnons la cloche. Alors, après la pause, on vous reviendra sur ce que vous faites en tant qu'organisation. Et puis, on a noté la reprise des manifestations avec la tenue dernièrement du meeting de la DMK. C'est une bonne nouvelle où les citoyens doivent toujours retenir leur souffle. On reviendra sur ces deux questions après la courte pause. Retour dans les studios 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne dans FM. Allô? Et bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. La mauvaise organisation, nous avons des ONG, les gens des droits de l'homme, entre des observateurs internationaux. On n'a pas besoin des observateurs internationaux parce que le données, le Ghana, tout ça là, nous n'avons plus besoin. Parce que les observateurs internationaux, leur rôle, c'est de venir confirmer ce que la Cour constitutionnelle a dit. Alors que les observateurs nationaux aujourd'hui, ils savent tout ce qui se passe dans le pays. Ils vont déployer leurs gens, tout ce que ça dit. Mais l'État ne leur permet pas de rentrer dans le fond du sujet. C'est ça qui est important. Quand vous avez le code électoral, le fichier électoral, tout est propre. Quand vous voulez préparer des choses à des gens intelligents, on peut imaginer. Mais quand vous êtes là, à vous, la population, maintenant, vous regardez, je vais vous donner un exemple. Les collectivités locales de 2019, c'est la même compétition qu'on change le code électoral. Alors que c'était tenu dans le code électoral. Tout ces choses-là, c'est ça qui amène la violence. Vous voyez, quand le pouvoir manifeste pour préparer une élection politique, alors pour l'anticiper automatiquement, la là, il faut que les élections soient transparentes, sinon la paix dans le pays. Merci, merci à vous aussi, Pelé. Nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Merci, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Je crois que quand notre invité parle d'inquiétudes, qui sont inquiets, moi je me sens un peu fouillé. Parce que. Allô, Michel, s'il vous plaît, je n'ai pas saisi. J'ai dit, je me sens un peu floué. D'accord. Parce que s'il dit que selon les indices, les indicateurs qu'ils ont à leur niveau, ils sont un peu inquiets pour ces élections. Moi, je me dis qu'il faut qu'on apprenne à lire quand même la situation nationale. La situation nationale, je ne vois pas, moi, un Togolais aujourd'hui, et face au défi quotidien de sa vie, venir encore entrer dans cette sphère infernale des élections où on va amener des gens à l'abattoir, on va taper des gens, on va amener des gens en prison. Moi, je ne le crois pas. Parce que les standards internationaux dont on parle tout le temps, dont les gens parlent, il faut qu'on sorte de ce paradigme. Parce que ces histoires d'internationaux, d'instruments internationaux, ce sont des instruments de colonisation ou des instruments pour nous distraire. Et au lieu qu'on ne continue pas à réfléchir, vous voyez aujourd'hui, M. Norbert, si l'opposition togolaise et les partis au pouvoir disent, par exemple, que nous avons l'obligation d'organiser les élections de façon transparente et nous les assumons. Vous croyez que quoi? On a besoin d'un observateur international de quelque part pour venir agréer ou bien donner son aval à l'élection? Non. Moi je dis, ce sont des instruments. Et puis les ONG que nous voyons sur nos territoires sont financés comment? Ils sont financés par les étrangers et ce sont ces ONG-là qui servent de service de renseignement et d'information à ces étrangers-là qui trouvent les éléments justes
tout nous distraire et nous empêcher de nous développer, de nous sortir même de nos problèmes. Merci. Parce qu'ils continuent toujours par entretenir nos problèmes entre nous. Merci. Entre nous fils de la même nation. Merci. Donc, moi, je crois que parler d'inquiétude pour une élection encore aujourd'hui au Togo, là, moi, je ne suis pas du tout d'avis parce que je sais que les Togolais ont compris qu'il fallait se battre pour leur quotidien, il fallait faire tout pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Merci, Donc, merci. moi, bref, je vois qu'il n'y a pas d'inquiétude et qu'il faut, à partir de dès maintenant, de nous débarrasser de ces paradigmes étrangers-là qui nous empêchent d'évoluer. Merci beaucoup, Michel. Monsieur Garo, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, c'est eux. À partir d'aujourd'hui, la personne ne va plus marcher au fini au plus. Eux n'ont qu'à marcher. Et toi, quand ça, elle peut sympathiser bon, les groupes de, par exemple, ADI ou bien DMK, tout ça. Ils n'ont qu'à s'attendre qu'ils ne le font jamais. À partir d'aujourd'hui, au point que vous ne va plus marcher pour au fini. Eux n'ont qu'à aller marcher avec leurs enfants. Merci. Merci à monsieur Garo. Non FM. Allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y, on vous écoute. Il faut dire que, comme l'a dit un précédent, c'est vraiment une épine au pied de nos deux nations qui prennent le pas de la démocratie. Parce que, d'abord, quand des fois on constate qu'il y a des collisions entre ces organisations et certains partis politiques. Déjà, ce n'est pas très sain. De plus, on cherche à nous influencer, c'est-à-dire la communauté internationale passe par ces organisations pour nous injecter leur façon de faire. On prend les LGBT, ils prennent le pas par ces ONG, soi-disant, ils veulent nous amener à être plus, je ne sais pas quoi. C'est vraiment ce qui, même certains pays actuellement d'Afrique, en Afrique, ont eu le jeu et commencent par interdire un temps soit peu, surtout le nerf de la guerre, le financement de ces ONG. Merci beaucoup, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Mais avant, M. Afara, vous avez écouté les uns et les autres. M. Pelé qui dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ce que nous pouvons appeler le monitoring. On n'a pas besoin d'observateurs internationaux. Avant, nous avons un autre auditeur en ligne. À l'FM, allô? Ah, c'est Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je pense qu'il faudrait que nous changeons de paradigme. Pour moi, les élections n'ont aucune valeur, ne serviront à rien. Je pense qu'il faudrait qu'on copie ce que Sylvain Tinubu fait à son âme. Avait voulu faire du Togo, faire des départements. Nous avons 5 régions. Chaque département, son gouvernement. Et à tout de rôle, on prend la direction du pays. Si c'est pour les élections, un politicien ne sera jamais honnête pour dire qu'il a quelque chose. Il faudrait qu'on change de paradigme. Pour moi, les élections n'ont aucun sens. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, le voyant. Bonjour, le président de l'ONG. C'est pas président. Bonjour quand même. C'est pas quand même à comment. Je veux aller français, non, faut pas quand même. Ah, d'accord. Et les ONG, c'est que au lieu de faire ce dont ils ont le pouvoir, ils se foulent dans des politiques pour pouvoir. Les ONG,
dedans et il va voir quelque chose de le club dedans. L'éducation, santé, ce qui peut amener l'aménagement des conditions de tous les citoyens, jeunes, enfants, adultes, guerriers. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Siviti. Alors, M. Afala, vous avez écouté les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre? Alors, merci déjà aux auditeurs. Hein. Ça montre l'intérêt que chacun, justement, porte au sujet. Non, ce que j'ai retenu en écoutant l'intervention des uns des autres, c'est ces trois éléments qui sont revenus. Il y a le changement de paradigme, c'est-à-dire décider d'en finir avec tout ce qui est mécanisme et tout qui vient de l'international, que les élections ne sont pas la solution. Et ensuite, on a parlé du mandat des ONG. Je vais prendre d'abord par le changement de paradigme. Vous savez, nous ne vivons pas dans un vase clos. Nous sommes connectés à d'autres États et nous avons de plein gré ratifié un certain nombre de conventions qui, justement, nous demandent de nous conformer à des dispositions ou d'internaliser un certain nombre de dispositions qui sécurisent les citoyens. Quelqu'un a dit que celui qui a le pouvoir peut être tenté d'en abuser. Et c'est pour ça justement qu'on met en place un certain nombre de garde-fous pour s'assurer que cet abus-là n'intervienne pas. Et donc, j'en viens aux instruments parce que ces instruments, au minimum, nous permettent, quand sur le plan national, ça ne va pas, d'aller nous plaindre à l'international. Aujourd'hui, quand on prend rien que la question des victimes de torture, vous avez vu dire que sur le plan national, ces victimes de torture n'ont pas eu gain de cause. Mais c'est à la Cour de justice de la CEDEAO que l'État a été condamné à verser un certain nombre d'indemnités à ces victimes-là. Donc, à supposer par exemple que cette Cour de justice de la CEDEAO n'existait pas. Et donc, ceux qui ont été victimes de torture, on ne reconnaîtra jamais qu'ils ont été victimes de torture. 2, on ne pensera même pas à ce que ces personnes-là soient indemnisées ou soient rétablies dans leurs droits ou qu'on mette en place un certain nombre de garanties de non-répétition. Quand nous prenons les questions des prisons, nos prisons au Togo aujourd'hui, nous savons quelle est la situation de ces prisons, c'est-à-dire la surpopulation carcérale qui est le problème majeur. Si ces mécanismes internationaux n'existaient pas, on ferait juste un constat que les prisons togolaises sont surpeuplées. Et c'est le même cas dans d'autres prisons, dans d'autres pays. Mais ces mécanismes qui existent, ces instruments qui existent, nous permettent justement de nous assurer au minimum que quand nous faisons le constat et que ce constat, rien n'est fait pour que ça s'améliore, que d'autres nous viennent au secours. C'est-à-dire que dans le cadre où on a ratifié un certain nombre de conventions et qu'on s'est accordé qu'il y a des dispositions qu'on doit respecter, qu'on se dise, ah, mais regarde comment Kofi fait, regarde comment Adjo fait, regarde comment Abla fait. Tu ne peux pas ramer à contre-courant. Donc, justement, ce sont des cadres qui nous permettent au minimum de sauvegarder des fondamentaux. Donc, sur la question des paradigmes, c'est mon opinion là-dessus. Sur la question des élections... Avant d'y aller, nous avons un dernier auditeur. Il en a fait mal. Oui, madame ici, bonjour. Oui, voilà. Parce qu'il y a des élections qui s'approchent, qui viennent nous parler de ça. Ils ont l'habitude dans ce pays. Et qu'il y a une élection. Les gens viennent nous parler de l'éducation publique. Parlez-en de ce truc-là au gouvernement qui ne prend pas le vote. C'est tout. Merci. Il faut leur parler aussi. Merci beaucoup. Ils apprennent à affirmer que chacun sera non. Merci. D'accord. Merci à vous aussi, madame Essibri. Allez-y avec le deuxième élément. Oui, le deuxième élément sont les élections. Tout dépend du modèle de gouvernance que nous avons choisi. Nous avons choisi de souscrire à la démocratie et donc à la question des élections qui se pose.
Donc on ne peut pas du jour au lendemain se lever et dire, bon ok, les élections ne sont plus la solution, donc trouvons autre chose. Ça veut dire alors qu'on se désengage d'un certain nombre de principes, de fondamentaux auxquels on a librement souscrit. Donc je pense que la question des élections, c'est une question cruciale parce qu'au minimum, ça nous rappelle qu'à un moment donné, il y a des citoyens qui confèrent un pouvoir à des personnes et ces personnes justement sont comptables devant ces citoyens et que ces citoyens ont le droit de vérifier comment le pouvoir qu'ils ont confié à un certain nombre d'autorités ou de personnes est géré. Troisième élément, c'est le mandat des ONG. Alors, il y a un des intervenants qui a dit simplement qu'il faut que les ONG aillent s'occuper de la santé, des écoles et tout le reste. C'est bien vrai, mais il faut rappeler que le mandat des ONG est diversifié et multiforme. Quand vous prenez la question des droits de l'homme de façon globale, vous avez ce qu'on appelle les droits civils et politiques, vous avez les droits économiques et socioculturels. Donc, quand on parle du droit à la santé, quand on parle du droit à l'éducation, droit de travail et tout le reste, tout ça est englobé dans les DES, c'est-à-dire le droit économique et les droits économiques et socioculturels. Mais les droits civils et politiques, c'est ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est la possibilité que vous et moi, nous avons de participer à la gestion de la cité. Si notre droit de participer à la gestion de la cité est régi par un certain nombre de dispositions et de normes, et qu'aujourd'hui, ces normes ne sont pas claires ou souffrent d'un certain nombre de carences, c'est important qu'on en parle, qu'on les règle, et que justement, nous soyons tous au même pied d'égalité, et que nous ayons l'assurance que quand le moment sera venu, que nous voulons, comment appelle-t-on, exercer ce droit, que justement, ce droit ne soit pas reprimé ou je vais dire, obstrué. Alors, il y a madame ici, notre dernière auditrice, qui nous demande que ce n'est pas à ces moments, à l'approche des échéances électorales, qu'il faut faire ces genres de sensibilisation, mais ça doit être quelque chose qui se fait au jour le jour. Je veux rassurer madame ici que c'est un travail que nous faisons tous les jours en tant qu'ONG ou association. C'est juste qu'il y a des moments de la vie d'une nation ou d'un pays où il faut accentuer cette sensibilisation et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, c'est une sensibilisation qui se fait tous les jours. Nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Notre mandat, c'est d'accompagner tous les acteurs qui souhaiteraient intégrer l'approche du droit de l'homme dans leur façon de travailler. C'est d'amener les défenseurs des droits de l'homme à faire un travail professionnel sur le terrain et c'est de suivre la situation des droits de l'homme et de faire le plaidoyer pour que justement un certain nombre de dysfonctionnements soient réglés. Donc c'est un travail que nous faisons tous les jours. Nous avons des moniteurs dans toutes les régions du pays qui au jour le jour suivent la situation, collectent des données et nous permettent de nous faire notre opinion sur la question et justement d'identifier clairement des actions qui nous permettent de faire bouger le lit. Alors, je vous le disais avant la petite pause, on a noté une reprise des manifestations avec la tenue dernièrement du meeting de la DMK. Est-ce une bonne nouvelle où les citoyens doivent toujours retenir leur souffle, pardon. Alors, je crois que sur ce coup, il faut reconnaître que le gouvernement l'a joué à la normale. Et je pense que c'est ce que nous souhaitions depuis. Et vous savez que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de véritables manifestations au Togo. Depuis l'avènement de la crise Covid, l'espace civique s'est restreint de plus en plus. Il y a eu le contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui n'est pas venu arranger les choses. Et il y a la cybercriminalité qui n'est pas venue arranger les choses. Ça a fait que le cadre normatif qui réglemente l'espace civique, c'est de plus en plus restreint, ainsi que dans la pratique. Donc, la manifestation qui s'est déroulée la dernière fois, moi je pense que c'est une note d'espoir. Et si je m'en tiens à ce qui a été rapporté des propos de la coordinatrice de la DMK, c'est un ouf de soulagement et c'est une note d'espoir qu'il y aura d'autres manifestations qui vont se dérouler et également sur toute l'étendue
du territoire. Et nous, en tant que défenseurs de droits de l'homme, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est bien que ça ait démarré ainsi, mais ce serait encore mieux de nous assurer que ce soit périn. Donc nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Il faut continuer le plaidoyer, maintenir les cadres de discussion et de dialogue avec le gouvernement pour s'assurer justement que toutes les autres carences ou toutes les autres préoccupations qui sont relatives au plein épanouissement ou au plein exercice de l'espace civique soient réglées pour que le vivre ensemble soit encore plus gai pour nous tous. Alors aujourd'hui, on connaît la situation sécuritaire un peu dans la sous-région ouest africaine et particulièrement au nord Togo. Si un des partis politiques prévoyait un meeting quelque part et puis pour des raisons sécuritaires, le gouvernement interdisait, est-ce selon vous une violation des droits de l'homme? Oui, je crois que ce qu'il faut rappeler et qui est très important, c'est que le gouvernement a le droit de restreindre un certain nombre de libertés dans des contextes particuliers, un peu comme ceci. Mais au même moment, et je vais toujours rappeler malheureusement ou heureusement les engagements internationaux, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions sur le plan international qui sont considérées comme des directives standards. Quand dans des contextes particuliers, l'État est amené à restreindre un certain nombre de libertés, ces restrictions se font et ne dépassent pas certaines limites. Et c'est là où nous intervenons en tant qu'ONG justement pour vérifier si les mesures que l'État prend, si les dispositions que l'État prend sont conformes aux directives sur le plan international. Si on ne fait pas ça, alors l'État peut aller dans tous les excès et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais c'est pour la vie des citoyens quand même, c'est par rapport aux conditions sécuritaires qu'on connaît aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que nous sommes d'accord tous les deux, et ça je viens de l'affirmer, que l'État a le droit de restreindre un certain nombre de libertés dans des contextes particuliers. Maintenant, il faut juste s'assurer que ces restrictions ne dépassent pas la limite de l'acceptable. Alors nous disons merci à Paul Etiafala, coordonnateur des programmes au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci d'être passé expliquer un certain nombre de choses à nos auditeurs. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Élisée Gabadovi pour la mise en onde. Je suis Norbert, je vous dis bonne suite de nos programmes.